En 2019 est sortie l'adaptation animée de The Rising of the Shield Hero. L'individu nommé ici Macrage découvre un nouvel animé qui l'attire. Un isekai de vengeance, une intrigue qui attire. Après avoir vu la première saison, Macrage, jeune à ce moment-là, considérait cet animé comme l'un des meilleurs qu'il ait jamais vu, voire le considérait comme son animé préféré. Puis, plus rien. Malgré une sortie de 2 saisons, Macrage n'a pas continué à regarder. Était-ce par pure flemme ou un mauvais feeling? Personne ne le sait. Même lui ne le sait pas. Mais depuis qu'il a commencé à faire des vidéos, dont notamment une série de vidéos nommée Krisekai, dans laquelle il critique des isekai, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos, son animé anciennement préféré a fini par se retrouver à la tête de sa liste. Avec la sortie de la saison 4 qui arrive au même moment, Macrage en profite pour redécouvrir l'animé qu'il aimait tant, et de enfin regarder la suite qu'il a ignorée. Cependant, une personne grandit et change de goût. C'est comme avec les huîtres, avant j'aimais pas mais maintenant j'aime bien. D'ailleurs j'ai envie d'en manger là maintenant. Ça fait longtemps quand même. Est-ce que la vie de Macrage a changé? La réponse maintenant dans ce nouveau Krisekai sur The Rising of the Shield Hero. The Rising of the Shield Hero. C'était l'un de mes animés préférés à l'époque. Certes, je n'ai vu que la première saison, mais plus le temps passe, plus mes goûts se raffinent. Et puis j'ai regardé les autres saisons et là... The Rising of the Shield Hero raconte l'histoire de Naofumi qui se fait transporter dans un autre monde via un livre. Il est invoqué avec 3 autres personnes, accueillis par des prêtres, des mages... Je sais pas. On apprend qu'ils sont tous les 4 des héros de ce monde. Le héros à l'épée, le héros à l'arc et le héros à la lance. Ah oui, et le héros bouclier, mais on s'en fout de lui. Naofumi se retrouve à être le héros bouclier. Ah. Des aventuriers volontaires arrivent et choisissent avec qui ils vont voyager parmi les 4 héros. Naofumi se retrouve seul. Ah. Mais heureusement, une gentille, jolie demoiselle va finalement l'accompagner et sera la seule à l'accompagner. Vous sentez la petite romance venir? Moi je la vois. Le lendemain, Naofumi se fait arrêter par des gardes car la gentille demoiselle l'a faussement accusé d'agression sexuelle en état d'ivresse. Ah. Naofumi n'a plus rien et il est exilé du royaume. Pourquoi elle a fait ça? Elle était si gentille et si jolie. Oh la salope! Et oui, notre protagoniste est considéré comme une merde par tout le monde. Il n'a rien fait de mal, hein, c'est juste que c'est le héros bouclier, tout simplement. Ça ne se fait pas, on est d'accord, d'ailleurs une personne gratuitement parce que c'est le héros bouclier. C'est comme haïr des personnes noires car elles sont noires, enfin, ça n'a aucun sens. Et donc, durant toute l'histoire, on va suivre Naofumi dans son rôle de héros non désiré qui va essayer de redorer son blason par vengeance. Sauf que ça, c'est seulement la première saison. Ouais, parce qu'en fait, sur les autres saisons, on passe sur complètement autre chose. Mais faisons saison par saison, sinon on va se perdre. Au niveau de l'animation, oui, il y a un énorme fort accord. J'ai oublié de parler d'animation. En vrai, j'ai pas grand chose à dire à part que, pour moi, ça n'a aucune saveur. Tout simplement. Graphiquement, c'est bien. En termes de mouvement, c'est bien. En termes de réalisation, c'est bien. Bon, voilà quoi, c'est bien, mais sans saveur quoi. Je trouve que c'est une animation assez similaire à Re:Zero, bon, à part la saison 3 où vraiment c'est parti plus haut, tu vois. Mais ce qui a fait la force de Re:Zero, c'est sa réalisation, de comment ça a été construit scénaristiquement et aussi des plans qu'il y a été mis en scène. Sauf que là, dans The Rising of the Shield Hero, bah, ouais, c'est... Ouais, et du coup pourquoi je ne parle pas beaucoup de l'animation? Bah c'est parce qu'elle est pas très marquante, et qu'elle est juste moyen quoi, elle est bien, c'est assez bien quoi, c'est une bonne mention. Et aussi au niveau des opening et ending, bah j'aime pas, voilà tout simplement. Bon voilà, maintenant je vous laisse avec la suite. La première saison est l'arc de la vengeance. Naofumi va errer dans son coin en devenant puissant en usant des moyens peu conventionnels. Parce que déjà c'est difficile de tuer des monstres avec un bouclier, et puis le monde est contre lui, du coup bah c'est difficile de se payer des trucs à prix décent. Pour résoudre ses problèmes, il achète un esclave et menace les gens pour négocier. Bah il a plus rien à perdre vu qu'il vient de tout perdre. Et c'est cet aspect là qui m'a fait aimer l'animé. Moi aussi j'ai acheté un esclave et je menace les gens. Plus sérieusement, avoir un personnage qui a perdu foi en l'humanité, qui s'accroche tout de même à la vie car il a un devoir à accomplir, rend l'histoire intéressante. Voir Naofumi en difficulté dès le début nous fait découvrir le monde sous un autre angle. Au lieu de nous montrer un monde fantastique merveilleux avec sa magie et ses paysages magnifiques, on nous présente un monde corrompu par une haine injustifiée d'une personne en particulier. Et on apprendra plus tard que c'est une secte qui a manipulé l'ensemble de la population sur cette haine. Même tout au long de la première saison, cette secte diffuse des fausses informations à l'encontre de Naofumi. Ce qu'on veut savoir, c'est comment Naofumi va s'en sortir, ou est-ce qu'il va pouvoir se venger tout au long de l'histoire. Eh bien la réponse est à la fin de la saison. Et c'est là qu'on a un problème. Pas parce que la réponse est nulle ou pas, hein, c'est juste qu'il y a 3 autres saisons après. Bah du coup,
c'est quoi la suite? Alors, vers la fin de la saison, attention, on part complètement sur autre chose que de la vengeance. En fait, il existerait un autre monde dans lequel il y a d'autres héros comme dans ce monde qui viennent dans le monde de Naofumi car les héros de son monde menacent leur monde. Vous avez compris? Du coup, ils doivent les éliminer avec des vagues. Comment dire? Ça peut être intéressant, sauf que la raison pour laquelle j'aimais l'animé est partie si vite. Tu m'étonnes que je n'avais pas regardé les autres saisons. Du coup, passons à la saison 2 alors. Dans la saison 2, Naofumi et son crew vont se péter à la gueule avec une tortue géante. Déjà, ça donne pas envie. Ils vont faire la rencontre de l'esprit qui aide la tortue ou je ne sais quoi et vont arrêter la tortue. Vous allez me dire, mais où est passée l'histoire de l'autre monde? Tu calmes, ça se passe à la deuxième partie de la saison. Parce qu'en fait, c'est un putain de mec qui vient de l'autre monde qui a foutu la merde avec la tortue. Et c'est pas un mec qu'on a déjà vu avant, hein, un autre mec. Après une petite bataille entre eux, ils partent dans l'autre monde. Ah oui, déjà? Ah ouais, ça va vite. Hein. Ça va si vite que le problème de l'autre monde se termine à la fin de la saison. Rapide tout ça. Les ennemis sont devenus des amis, on ne va plus voir les vagues dans les prochaines saisons parce que comme par hasard, les sabliers qui annoncent les vagues sont bloqués. Du coup, il se passe quoi la prochaine saison? Vous savez, il existe 4 héros. Le héros bouclier et... Attends, mais c'est vrai, ils sont censés être 4? Mais ils sont passés où les autres cons? La saison 3, comment dire? Naofumi va essayer de réunir tous les héros et on voit le développement de son village de semi-bêtes. Et honnêtement, j'en avais vraiment strictement rien à foutre, mais vraiment rien à foutre de cette saison. Pouf, nul à chier. Alors réconcilier les autres héros aurait pu être intéressant. Les héros à l'épée, c'était pas mal. Les héros à l'arc, c'était pas si horrible que ça. Mais par contre, le héros à la lance... J'espère qu'ils vont rouvrir les yeux. Hein. Enfin, si je regarde la suite et ça, c'est pas du tout garanti. Sinon, le reste de la saison, on s'en bat les couilles. J'ai une question. Où est passée l'intrigue? Ah oui. À la fin de la saison, t'as Raphtalia qui enfile une tenue de prêtresse, sauf que des gens du peuple des semi-bêtes considèrent ça comme une déclaration de guerre, car elle porte les mêmes vêtements que leurs dirigeants. Déclaration de guerre la plus conne que j'ai jamais vue. Comme ça. D'un coup. Et vous allez me dire, c'est quoi cette raison de merde de déclarer la guerre? Eh bien moi je vais vous répondre qu'on a une nouvelle intrigue. Quoi? Des vagues? Mais de quoi vous parlez? La saison 4, on a Naofumi et son crew qui vont aller sur l'île des semi-bêtes. Cependant, ils doivent passer sur une ville de semi-bêtes qui glorifie le héros bouclier. Mais sur l'opposé de la première saison, il reste pas mal de temps parce que les gens là-bas sont des forceurs, puis on part sur l'île. Ils veulent cesser le conflit qui, je rappelle, a commencé par Raphtalia qui a mis les mêmes vêtements que leurs dirigeants. Et bon, en vrai... j'ai pas trop suivi. J'ai vu une autre personne qui ressemblait à Raphtalia, qui est un esprit qui a pris possession de la porte-parole orc, mais j'ai compris l'essentiel, donc le problème est réglé. Du coup, on doit s'attendre à quoi pour la saison 5? Oui, car la saison 5 a été annoncée à la fin de la saison 4. J'en sais strictement rien. La dernière scène de la saison nous a montré une dinguerie, sauf que je suis toujours aussi perdu. The Rising of the Shield Hero était l'un de mes animés préférés, mais seulement la première saison. Ma raison de suivre l'aventure de Naofumi s'est déjà terminée à la première saison, et les autres saisons manquent cruellement d'intérêt. L'œuvre ne sait pas où elle va et enchaîne les arcs sans avoir un fil rouge à l'histoire. Le problème, c'est qu'on nous a vendu un isekai de vengeance qui finalement ne fait qu'un arc narratif. C'est un peu de l'arnaque. Bon, je pense que vous l'avez compris, mais je n'aime pas The Rising of the Shield Hero, ou plutôt j'ai été extrêmement déçu, notamment de l'histoire. Je vous ai fait un bref résumé, mais je vous ai épargné les détails. Et heureusement. La première saison est la meilleure, avec l'histoire de vengeance et de secte. Ça, franchement, c'était super. Par contre, après, tu passes sur une histoire d'autre monde. Ah, le bail sent mauvais, hein. T'as déjà le concept de base d'isekai, sauf que tu ajoutes encore plus d'isekaiisation, et là, ça pue. Ça pue la mauvaise idée. T'es en démo maintenant, toi? Dégage, c'est pas ton moment. Au lieu d'approfondir ton premier monde, go faire un autre monde. Pourquoi pas? Mais fais-le pas en deuxième arc narratif. Oui, j'ai dit pourquoi pas, ça peut être intéressant. Ces héros de l'autre monde, ils sont sympas, sauf que ce sont des ennemis. Et ça, c'est super. Il y a un conflit d'intérêts. Sauver le monde en tuant ses héros ou laisser le monde mourir en laissant ses héros en vie. Bah non, on est dans le monde des bisounours, on met un ennemi commun, puis on devient ami pour la vie. Yes! Cet isekai a un pouvoir fascinant. C'est de gâcher son histoire. Déjà, t'as ce truc, mes amis sont maintenant mes amis, puis, attention, celui-là m'a fait vriller. T'as Raphtalia qui devient comme par hasard un héros de l'autre monde. Sérieusement? Je vous décris la scène. T'as Raphtalia avec d'autres héros de l'autre monde qui vont voir un autre gars qui va essayer de soulever l'épée du héros. Sauf que c'est l'épée qui choisit. Et elle a choisi qui? Raphtalia. Comme par hasard! Le pire, c'est que je l'avais pré-shot. J'avais même dit... Si l'épée choisit Raphtalia au lieu du mec, l'animé pue la merde. Résultat. L'auteur s'est dit, oh le pauvre Naofumi, il a tant souffert au début, on va mettre full happy ending à chaque arc.
Ouais bah du coup on se fait chier. L'histoire des vagues, vous vous en souvenez? C'était l'une des intrigues principales. Sauf qu'on l'a mise sur le côté pour partir sur autre chose pour que les personnages soient plus forts et qu'ils vivent tranquilles. Par contre, si on me dit que le problème du sablier est grâce aux autres héros de l'autre monde qui ont trouvé la solution d'arrêter le truc, non pas intérêt. T'as aussi le truc du je rencontre un type mais en fait ce type connaît quelqu'un que je connais, ce n'est pas si dérangeant, hein, c'est juste la façon dont c'est fait qui est vraiment nulle. Oh le mec qui m'a aidé est en fait le pote de l'un de mes potes. Oh la meuf que j'affronte est une connaissance d'une de mes compagnons. Lorsque tu as les révélations tu te dis bah oui, évidemment. Bref, nul. Ah oui, je viens de me souvenir. Vous savez, il y a les héros de l'autre monde. Et bien maintenant, on a une meuf à la voix robotisée qui vient d'un autre monde que l'autre monde. Déjà, un monde, c'est beaucoup. Alors deux en plus. Le pire, c'est qu'on ne la voit quasiment jamais. Qu'est-ce qu'elle fout là? On a déposé un truc et on ne sait pas à quoi en foutre. En fait, il y a trop de questions en suspens. Qu'en est-il des vagues, des héros de l'autre monde, de la salope, de ce personnage à la voix robotique qui vient d'un autre monde? Zéro développement. Les autres héros avec Naofumi, on les voit, mais on ne voit pas de développement. Le but est de les changer. Alors montrez-les nous en train de changer. Ou si c'est le contraire, montrez-les nous aussi. Ah mais... je vois où est le problème. The Rising of the Shield Hero est un light novel comme tout isekai. Et dans les œuvres écrites, on nous partage beaucoup d'informations, voire beaucoup trop. Vu que l'anime est une adaptation, on ne peut pas mettre toutes les infos du light novel dedans. Du coup, il manque des infos. En conclusion, c'est une mauvaise adaptation. Non, ça reste nul. Ah mais attends, question intéressante. Quelle est la meilleure adaptation entre l'anime et le manga? Vu que je n'ai pas les mangas, je vais laisser quelqu'un d'autre parler à ma place. Je vous laisse. Bon, entrons dans le monde du manga. Vous savez que de mon côté, je privilégie les œuvres avec leur support d'origine pour vraiment capter ce que l'auteur veut raconter. Et pour accompagner mon avis, j'ai lu les deux formats papier existants, dont l'original, le light novel. Et que l'on soit bien clair, du manga à l'anime, les deux adaptations se valent. Cependant, le manga se permet quelques petites libertés de sorte à dynamiser l'œuvre originale. C'est pourquoi, si vous voulez vraiment vous rapprocher de l'œuvre originale, dirigez-vous absolument vers l'anime, à cause des différents. On en découvre un peu plus sur le personnage et sa mentalité d'avant la téléportation. Je ne dirai rien parce qu'on le verra tôt ou tard dans l'anime, mais il faudra s'attendre à un attendu qui ne sera pas forcément terrible. Mais la finalité reste la même. Et malheureusement, c'est le problème de l'œuvre. Tate no Yosha souffre des mêmes problèmes que tous les isekai sortis à ce jour. Il n'est pas constant dans son rythme et arrive même à se perdre. Il perd même ce qui faisait le grain de cette œuvre. La discrimination. L'arc de vengeance nous montrait bien cette discrimination, subie par le héros bouclier, du mépris, de la décence, et c'est ce que souligne le light novel en montrant un sentiment dur à faire ressentir par les mots. Et c'est nul autre que le dégoût. En montrant ce monde, on ressent bien plus que le simple fait de détester ceux qui y vivent. Comme le héros, on n'est pas chez nous. Le moindre acte est dépeint sur nous et notre image. Peu importe ce qu'on fait, nous sommes pas les bienvenus. T'es sûr qu'on n'est pas sur un meeting de Bardella? Bah, ça reste un pays royaliste. Ah, Stéphane Bern alors. Pareil pour l'esclavagisme, on le rappelle, mais on n'est pas dans un monde de bisounours. Et l'œuvre, peu importe son support, ferme les yeux sur le fait que ça existe. Il le souligne lors de l'achat de la jeune, très jeune Raptalia. Ça va finir en affaire Epstein, ce bordel. Bah non, on ne blague pas avec ça, bon sang. Mais après ça, plus rien. Voire même qu'il est romantisé avec le fait qu'il soit copain avec le vendeur. L'auteur aurait dû se focaliser sur ces détails plutôt que de partir sur des choses qui ne sont juste là que pour gonfler l'ego de Naofumi. Et c'est vraiment un move de fils de pute. Pour le coup, je ne peux pas dire que l'œuvre ne m'a rien fait. Elle a forgé celui que je suis aujourd'hui. Un fan de manga qui a découvert le monde des isekai. Et pour le coup, j'aime bien ce que la formule propose. Malgré ses défauts, qui... Merci pour les travaux, mais maintenant tu dégages. Mais... Non mais... On s'en fout de ton avis, c'est ma vidéo. Allez. Allez. Bon. Passons sur quelque chose de plus soft, avec les personnages. Naofumi est le personnage le plus intéressant. Le gars se fait trahir, ce qui l'a impacté mentalement. Du coup, il devient plus refermé, plus méfiant et moins amical. Jusqu'à ce que sa vengeance ait été faite. C'est-à-dire vers la fin de la première saison, donc par la suite on se dit que son comportement ne va pas trop changer, ou au moins qu'il reste très méfiant, genre la trahison a été un traumatisme, c'est ça qui alimente son mode berserker de son bouclier. Ouais bah non. Non. Il devient plus soft, voire moins méfiant. Tout ça parce qu'il cède aux caprices de ses enfants, Raftalia et Philo. En soi, ça aide au développement de Naofumi pour le guérir de son traumatisme, mais on ressent moins la méfiance. On a juste l'impression qu'il a cédé à un caprice. En parlant de famille, Naofumi devient pas
papa poule. Avant, dans la première saison, il avait confiance en Philo et Raftalia de les laisser seuls. Mais dans la saison 2, quand ils sont dans l'autre monde, le gars panique, il ne reste plus lucide car il est trop inquiet que ses enfants ne soient pas avec lui. Philo, je peux comprendre car c'est littéralement un enfant. Mais Raftalia, elle est grande, elle sait se battre, chill mon gars. N'empêche, en couvrant trop ses enfants, il les empêche de se développer. Heureusement que Raftalia a été séparée de force de lui. En gros, le développement de Naofumi suit sa logique, mais est mal fait. Raftalia de son côté est un personnage qui m'a déçu, pas de son comportement ni de ce qu'elle apporte, mais de son développement narratif. Le fait qu'elle soit un héros de l'autre monde et donc qu'elle possède de grands pouvoirs rend le personnage moins intéressant. Et même ça ne sert à rien scénaristiquement parlant, à part un gain de puissance, qui peut se faire autrement honnêtement. En plus de ça, elle serait une descendante de la famille royale qui dirige le pays des semi-bêtes, qui ont fugué car ils n'avaient pas envie d'avoir de grandes responsabilités. T'ajoutes le truc du héros plus ça, bon, plus qu'à devenir un demi-dieu tant qu'on y est, hein, autant y aller à fond. Mis à part ça, Raftalia apporte énormément au développement de Naofumi. C'est grâce à elle qu'il devient plus calme. C'est grâce à elle qu'il commence à changer de comportement. C'est elle qui le guérit de son traumatisme. Elle n'est pas inutile. Du côté de Philo, j'ai l'impression qu'elle est là parce qu'on avait besoin d'un autre personnage pour aider Naofumi, mais qui est moins utile que Raftalia. Elle est un peu la mascotte mignonne du crew. Contrairement à Raftalia, son histoire, comme quoi elle serait la future reine des Philoriales, ne me dérange pas. Au moins c'est bien justifié et pas arrivé d'un coup. Bon, il n'y a pas trop de développement avec elle, donc je vais m'arrêter là pour elle. Et je ne vais pas m'attarder sur les autres personnages parce qu'ils ne m'intéressent pas. Mais si on devait le faire vite... C'est parti. Il est con. Ça va, j'en attends plus sur son développement. Intéressant qu'il soit têtu, j'en attends plus sur son développement. Elle me fait chier avec ses... M'en fous. Je sais pas, entre chiante et bien. Elle est là. Elle n'est jamais là. Alcoolique. Une autre alcoolique. Bonne. 次の波勇者様たちは乗り切れるでしょうか Supportable. Valeur sûre. そうこなくっちゃな。しばらくゆっくりしてくのか。 C'est qui? C'est qui encore, elle? Mais qui sont ces persos, putain? Pourquoi il y a un putain de dragon? Parlons de quelque chose de plus sérieux. Des choses qui m'ont gêné dans l'animé. D'abord, l'attirance très bizarre de Motoyasu envers Philo sous forme humaine, même Philorial. On va se le dire directement, Motoyasu est un petit théâtre et zoologue, vu qu'il n'a que yeux pour les Philoriales. C'est une merde humaine. Les passages où il était en train de pourchasser ou voulait se coller à Philo en forme humaine étaient vraiment très gênants et malsains. C'est pour ça que je déteste ce personnage. En plus d'être un con sans cervelle. En parlant de choses malsaines, autre sujet évident à aborder, la sexualisation de Raftalia. Sous son apparence d'adulte, elle a tout de même 10 ans, ou un peu plus. Genre 11, 12, 13. Et quand je dis 10 ans, c'est mentalement, car son corps se rapproche plus du 17-18 ans. On peut parler d'hypersexualisation. L'hypersexualisation est la tendance que prennent les médias de sexualiser les mineurs, enfants et adolescents. Le cas ici présent est assez complexe, car si on prend en compte que Raftalia est une semi-bête, donc moitié raton laveur et tanuki, deux animaux, qui ont une longévité et un développement physique différent des humains. Donc si on fait des calculs et des conversions que je n'ai pas faites, elle devrait être légale. Mais on s'en fout tout ça, car on prend l'échelle de la réalité et non l'échelle de l'univers de l'animé. On nous dit clairement qu'elle a 10 ans au début et que dès qu'elle grandit physiquement, on ne nous précise pas que son âge change et que donc sa chronologie de l'âge est la même que les humains. Qu'en pensez de ça? Dans l'univers de l'anime, ce n'est pas dérangeant, en tout cas pour l'instant, car on ne met pas en avant son physique de façon sexualisée, à part un moment quand elle était en maillot de bain, mais c'est tout. Ici, ma crush au montage, en fait, il y a ce passage-là aussi que j'ai vu pendant le montage. Voilà. Et qui, je pense, est vraiment le pire passage. C'est surtout à l'extérieur de l'anime qui pose problème. C'est nous le problème. Spectateurs, commerçants, etc. Si on la voit de façon érotique, c'est pas à cause de l'anime. C'est à cause d'internet et sûrement des produits dérivés. Je sais pas, ça ne m'intéresse pas les produits dérivés The Rising of the Shield Hero. Surtout la secte des mains collantes car ils sont obligés d'obéir à une certaine loi d'internet. Dans mes souvenirs, je ne vois à aucun moment une scène de Raftalia érotisée dans l'anime. Ou alors je suis un eunuque. Si vous me dites que juste voir Raftalia dans la source chaude nue est érotique, c'est vous le problème. La nudité n'a rien d'érotique, c'est la façon de montrer la nudité qu'il est. Lorsque vous voyez la naissance de Vénus, on voit bien Vénus nue, et personne n'est en train de gouiner dessus car la façon dont c'est montré est de mettre en valeur l'ensemble de la personne et pas seulement le corps nu de Vénus. Le cas de Raftalia, on la voit dans la source chaude en train de penser, car c'est l'endroit où la plupart du monde pense, du fait qu'on est seul et que c'est réconfortant. Le corps de Raftalia n'est pas mis en avant dans la scène. Bon, après il y a deux plans bizarres, mais l'objectif de la scène n'est pas de mettre son corps en avant. Regardez du ecchi, pas pour gouner, analysez les scènes de comment c'est fait, les plans, la musique,
le dessin, et vous allez voir la différence entre la scène de bain de Raphtalia et le fanservice érotique. En tout cas, je suis content que Naofumi voit Raphtalia comme sa propre fille, hein, sinon j'aurais drop direct l'animé. Non au pointeur. L'hypersexualisation est un fléau car le principal but est de faire vendre, en considérant les enfants comme des objets liés à la sexualité. D'une part, cela vise principalement un public d'adolescents en pleine puberté, ce qui est compréhensible. Attention, ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec ça. D'une autre part, le public visé n'est pas forcément celui qui est principalement prévu, et c'est là que le problème prend plus d'importance, déjà qu'il ne l'était. Les seuls moments où c'est acceptable, c'est quand ça sert à l'histoire et que ça dénonce à quel point c'est malsain. Après, il faut que ça soit bien fait. Bref, on s'éloigne du sujet. Concluons. The Rising of the Shield Hero est un animé qui se perd dans sa propre narration. L'argument marketing de la vengeance ne fonctionne que pour la première saison, ce qui est vraiment dommage. La suite manque cruellement d'intérêt et l'apparition d'autres personnages tout aussi inintéressants que les autres n'aide pas à basculer la balance. L'auteur prend des choix faciles et prévisibles sur certains déroulements de l'histoire, comme avec Raphtalia, mais aussi avec des choix bizarres comme l'apparition d'autres mondes dans cet isekai. En bref, The Rising of the Shield Hero, c'est nul. Merci d'avoir regardé cette vidéo, like, partage, abonnement. Voilà, on se retrouve pour un prochain Krisekai, et oui maintenant, on enchaîne, c'était Macrage, ciao.